Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On continue d'explorer Shadow Dark. Dans cette vidéo, on va explorer une deuxième classe, à savoir le voleur. J'ai décidé de faire le guerrier et le voleur en premier parce que c'est les deux classes qui n'ont pas de sort. Donc je me suis dit que ça me permettrait de déjà pas vous expliquer les mécaniques de sort, de continuer sur des mécaniques simples, même si globalement toutes les mécaniques de Shadow Dark sont simples. Et aussi parce que, tout comme le guerrier, je trouve que le voleur c'est une des classes où, a priori, quand on vient d'un monde de jeux plus modernes peut-être, ou je sais pas, des jeux où en fait on est plus dans l'interprétation d'un personnage qui a plein de capacités mécanisées. Par exemple, un jeu où le voleur il va avoir des moves spéciaux, des sorts, des capacités spéciales, un dash ou je sais pas quoi, des trucs tactical, etc. On peut se dire que le voleur c'est une classe un peu aride, tout comme le guerrier, puisqu'il a des mécaniques ultra simples. Et donc, on peut se dire, bah ouais, c'est pas très intéressant de jouer un voleur, et je vais vous montrer que si. Donc, le voleur dans Shadow Dark, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que c'est comme classe, grosso modo? Bah, le voleur, pour moi, c'est la classe du dungeon crawler, en fait. C'est la classe qui a le plus de capacité, on va dire, pour se déplacer dans un milieu clos, un donjon, etc. Et s'en sortir la dragée haute, alors que l'endroit est piégé, qu'il y a des portes qui sont bloquées et tout ça. Il a plein d'outils pour ça, en fait. Et des outils qu'il a, on va dire, de manière intrinsèque. Parce que on a une autre classe qui a pas mal d'outils pour se débrouiller dans un donjon, je pense, c'est le magicien. Parce que le magicien, qui fera l'objet d'une autre vidéo, il a des sorts pour résoudre les problèmes. Il a des sorts pour ouvrir les portes, il a peut-être des sorts pour détecter des trucs, détecter la magie, des sorts pour être invisible, tout ça. Donc le magicien, grâce à sa palette de sorts, en fait, il a plein d'outils qui pourront lui permettre de faire des choses dans lesquelles le voleur va briller. Sauf que, à la différence du magicien, le voleur n'a pas de management de ressources en fait. C'est ce qui va vraiment les distinguer de ce point de vue-là. Puisque le magicien, lui, à chaque fois qu'il va lancer des sorts, il va prendre le risque de rater son sort et de plus pouvoir le lancer, ou de créer une catastrophe s'il fait un échec critique. Donc le magicien, quand il résout ces trucs-là, certes, il va avoir des outils spécifiques pour lui permettre de résoudre des problèmes, mais il va devoir compter un peu plus sur la chance lors du lancer du sort, et il va vraiment dépendre de ses sorts. Là où le voleur, s'il s'en sort bien, devrait pouvoir tenir un peu plus sur la durée. Donc voilà la classe de voleur, sa petite page. Donc le voleur, comment ils le décrivent? Un assassin sur les toits, un artiste, un chat de gouttière capuchonné, qui va arracher les gemmes des griffes des démons qui dorment dans les tunnels. Première chose qu'on remarque tout de suite sur le voleur, c'est que contrairement au guerrier, le guerrier est la seule classe en fait qui peut manier toutes les armes et porter toutes les armures. Le voleur déjà il est limité. Donc le voleur il va avoir que des armes relativement légères, il va avoir le club, donc c'est la massue un peu. Il va avoir l'arbalète, il va avoir la dague, il va avoir l'arc court, il va avoir l'épée courte. Donc c'est que des armes qui, on va dire, sont comprises entre D4 et D6 damage, donc c'est des armes qui font pas énormément de dégâts. Et pour la plupart qui sont des armes de finesse, donc où le voleur va pouvoir se servir de sa dextérité. Donc on va les regarder vite fait pour être sûr. Voilà, la dague, elle a F. Donc F ici, ça veut dire finesse. Et donc en fait, je dis n'importe quoi, puisque c'est la seule arme de corps à corps qui utilise la finesse. Donc vous voyez, je continue de découvrir des choses en lisant le truc. C'est assez intéressant que je vois ça, parce que ça me fait me dire que c'est pas si bête en fait. On y reviendra après. Ça va permettre de donner de la variété au personnage. Revenons-en à notre voleur. Moi aussi, qui va pouvoir porter l'armure de cuir, et éventuellement l'armure de maille de mithril uniquement, parce qu'elle est légère vu qu'elle est en mithril, et donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que notre voleur de base il va avoir une classe d'armure grâce à la laser armor qui va plutôt dépendre de sa dextérité, puisque je vous montre à nouveau comment fonctionnent les armures. L'armure de cuir, elle vous donne une classe d'armure de 11 plus modificateur de dextérité, donc maximum 15 si vous aviez maxé votre dextérité. Là où l'armure de mithril, elle va nous donner la même armure la cote de mithril, pardon, va nous donner la même armure qu'une cote de maille, sauf qu'elle va pas donner de pénalité à la discrétion, à la nage, etc. C'est-à-dire que notre voleur peut avoir une très haute classe d'armure s'il trouve une cote de maille en mithril, puisque la cote de maille en mithril, la classe d'armure qu'elle donne, c'est 13 plus modificateur de dextérité, donc potentiellement avec une dextérité maxée, un 17 de classe d'armure. Par contre, elle prend plus de place, mais voilà, ça veut quand même dire que notre voleur, à terme, s'il trouve cet item, la cote de maille en mithril, ça peut devenir un des objectifs de votre personnage si vous voulez, de trouver ça ou de trouver le moyen de l'acheter. Ça va lui donner une bonne classe d'armure. Ce qui va bien l'aider parce qu'il a pas beaucoup de points de vie, il a autant de points de vie qu'un magicien, il a 1 des 4 points de vie par niveau, qui est extrêmement faible.
et qui fait que notre voleur, en fait, il meurt très très vite. Ensuite, comme autre truc qu'on remarque, c'est que notre voleur, il a le backstab. Donc le backstab, c'est sa capacité de combat. En dehors de ça, le voleur, il a rien de particulier en combat. Le backstab, ça fait que si vous vous attaquez à une créature qui est pas consciente de votre présence, ou plutôt de votre attaque, vous lui infligez des dégâts supplémentaires. Comment ça fonctionne? Vous avez votre dé de dégâts, donc si j'ai une dague, c'est un D4, si j'ai une épée courte, c'est un D6 par exemple. Et en fait, vous allez ajouter un deuxième dé de dégâts, le même dé de dégâts que votre arme initiale. Donc si j'étais à la dague, j'aurais 2d4, si j'étais à l'épée courte, j'aurais 3d4. En sachant que ça s'améliore avec les niveaux, un petit peu à l'image de la Weapon Mastery du guerrier. Donc au niveau, vous additionnez un dé de dégâts, tous les égal à la moitié de votre niveau arrondi à l'inférieur. C'est-à-dire qu'au niveau 2, vous avez toujours qu'un dé de dégâts. Au niveau 3, vous avez toujours qu'un dé de dégâts supplémentaire sur le backstab, puisque 3 divisé par 2, ça fait 1,5 arrondi à l'inférieur, ça fait 1. Mais à partir du niveau 4, vous avez 2 dés, puis au niveau 6, vous avez 3 dés qui viennent s'ajouter, au niveau 8, 4, et au niveau 10, 5, pour un total de 6 dés de dégâts, ce qui fait qu'à la fin, votre backstab, si vous arriviez niveau 10, avec une épée courte, il ferait 6d6 dégâts, ce qui est énorme, ce qui est à peu près les dégâts des sorts les plus puissants, en fait, des magiciens, voire plus. Donc ça, c'est très très fort. Et ce qui est intéressant, donc là, on entre dans ce qui est de l'arbitrage, et parfois on peut se demander comment fonctionne exactement le backstab, parce que comme on n'est pas dans Donjons et Dragons en mode où c'est si vous avez un avantage, etc., qu'on parle moins en fait de mécanique que de fiction, comment ça va se traduire unaware, un adversaire qui est pas conscient de votre attaque, c'est-à-dire pas de votre présence. Moi, personnellement, je l'arbitrerai en tant que, d'abord, si vous attaquez par surprise, genre en mode assassin, vous arrivez par derrière, vous n'êtes pas fait remarquer, boum, le backstab s'applique, ça semble la situation la plus classique. Mais en fait, je pense que ça peut s'appliquer aussi à chaque fois que vous surprenez, entre guillemets, votre adversaire avec votre attaque. Et c'est là qu'il va y avoir de la pondération à avoir. Si par exemple, je fais un premier backstab, je bats pas mon adversaire, il est pas neutralisé, et le combat continue, bon, a priori, j'ai pas à nouveau mon backstab. Si je me recache, j'arrive à me retirer du combat et que j'attaque d'un autre endroit, je pense que à voir un peu avec le joueur en fonction de ce qui semble cohérent dans la fiction, le backstab pourrait se réappliquer. Pareil, un truc qu'il faut remarquer, c'est que le backstab, c'est pas écrit que c'est une attaque de corps à corps. Donc ça marche avec l'arbalète, ou si vous lancez votre dague, parce que la dague, c'est aussi une arme de lancer. Si vous attaquez à distance et que vous changez de position, par exemple un peu en mode sniper, avec votre arbalète, vous tirez d'un balcon, puis au tour suivant, vous passez tout votre tour à vous déplacer pour vous déplacer sur le champ de bataille, à ensuite attaquer d'un étage encore supérieur, que du coup, pendant un tour, vous êtes fait oublier, on pourrait être OK avec le fait que le backstab fonctionne à nouveau. Et je pense qu'il y a des manières créatives de le faire. Ça va dépendre de votre groupe et de à quel point ça vous semble abusé ou non, mais je trouverais pas ça complètement déconnant que si vous avez une stratégie un peu spéciale. Par exemple, vous affrontez pour la première fois un ennemi qui connaît pas votre style de combat, vous l'attaquez d'abord au corps à corps avec la dague, vous avez votre backstab. Ensuite, le duel continue. Et à un moment donné, vous dites, moi mon voleur, il saute en arrière, il sort une autre dague de sa botte et il la lance. C'est la première fois qu'il le fait dans le combat. C'est pas une stratégie. C'est la première fois qu'il fait cette stratégie dans l'ensemble du combat. Je pense que ça peut être considéré comme une nouvelle attaque un peu surprise. Où vous pourriez, par exemple, conditionner ça avec un jet d'intelligence de l'adversaire pour voir s'il a vu le coup venir, etc. Pour en fait permettre à votre voleur de jouer autour des feintes, etc. Et pouvoir réutiliser comme ça plusieurs fois son backstab. Je pense aussi qu'on peut utiliser le backstab par une attaque surprise en pleine scène sociale. Genre vous approchez de quelqu'un pour lui serrer la main, vous avez conclu un deal et en fait vous sortez votre dague et vous le poignardez. Certes, vous étiez pas dans les ombres à avoir fait un jet de dextérité pour vous faufiler derrière lui, mais ça reste une attaque à laquelle il s'attendait pas. Donc je pense qu'il y a plein de manières d'exécuter le backstab. Ça va dépendre de chaque table, etc. Ça pourrait, si vous êtes peut-être trop permissif et que vous ne donnez pas des petits jets d'intelligence, de sagesse, entre guillemets des jets de sauvegarde aux PNJ qui se font attaquer, peut-être que ça peut devenir trop fort en fait, qu'on peut trop facilement toujours trouver une justification pour l'utiliser. Et ça vous donne déjà comme ça une sorte de spectre de manière d'utiliser le backstab qui vous permettra de pondérer à votre manière, quoi. Ensuite, autre capacité du voleur, c'est la C-Free. Donc c'est là qu'arrivent tous les skills du voleur pour se déplacer dans les donjons, mais pas seulement. Donc vous êtes adepte de l'utilisation des compétences de vol et avez toujours sur vous les outils nécessaires pour utiliser ces compétences. Ce qui fait qu'en fait vous n'aurez jamais à devoir acheter des crochets, vous n'aurez jamais à devoir acheter peut-être, je sais pas trop, là il y a un petit vide juridique, j'ai envie de dire dans la règle, de grappins, etc. Moi, je pense que je resterai sur les crochets, juste parce que j'aime bien
l'utilisation des gear slots, donc c'est-à-dire des places qui sont prises dans votre sac. Là où avec le backstab, du coup, je serais peut-être un petit peu permissif si le joueur il fait des trucs un peu tactiques et tout, et je le conserverai pas juste pour l'embuscade de début de combat, le backstab. Sur la C3, je pense qu'en fait, la manière dont c'est décrit, moi, ce serait juste, le gars, il a toujours des crochets, etc., et ça fait pas partie de son équipement. Par contre, pour le grappin et tout, je pense qu'il devrait quand même l'acheter et le mettre dans son sac, mais il y a un petit vide juridique, on va dire. Et vous êtes entraîné dans les tâches suivantes, ce qui fait que vous avez un avantage à vos jets, donc vous jetez 2d20, vous gardez le meilleur résultat. Pour tout ce qui va être escalade, se faufiler et se cacher, se déguiser, trouver et désactiver des pièges, voler des choses dans les poches de quelqu'un et ouvrir des verrous. Donc en fait, toutes les compétences dans lesquelles on voit notre voleur, on imagine bien notre voleur être un expert. Donc ça c'est très très fort parce que vous l'avez du niveau 1 au niveau 10, quoi. C'est un truc qui vous suit pendant tout le jeu. Et un avantage, c'est très très fort. Moi, ma manière de gérer le dungeon crawling dans Shadow Dark, c'est que la plupart du temps, si les PJ en fait réduisent les risques dans leur description de la manière dont ils font quelque chose, on jette pas les dés, jette les dés quand il y a un risque la plupart du temps. Mais si on prend le temps de faire la tâche qu'on essaie de faire et qu'on n'est pas dans l'urgence et qu'il n'y a pas de risque et qu'on a bien étudié la pièce et qu'on dit ok, je vérifie s'il n'y a pas des pièges sur la porte, et ben je vais décrire les pièges qu'il y a sur la porte, etc. Et ensuite, si le joueur a l'air de bien comprendre comment fonctionne le piège et me décrit comment il le désactive, j'en sais rien, je vais peut-être pas forcément lui faire jeter les dés ou alors ce sera un jet plutôt facile, etc. Dans cette logique-là, on pourrait se dire que du coup, c'est cette manière d'arbitrer que moi je vais avoir et qui est à prendre ou à laisser, vous êtes à vous de voir comment vous faites, elle pourrait pénaliser un peu le voleur parce que c'est-à-dire que l'intelligence du joueur, peu importe sa classe, pourrait lui permettre de faire ce que va faire le voleur et de lui piquer la vedette. Mais en réalité, je pense que non, puisque je le conditionne de pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il faut que déjà le joueur prenne le temps de faire les choses. Et le voleur, l'avantage là, c'est que il va escalader dans des conditions extrêmes sous une pluie de flèches, se cacher à la dernière seconde, désactiver un piège rapidement en plein combat, etc. Il va avoir un avantage à ses jets de dés là-dessus, donc ça va lui donner une capacité entre guillemets à aider son groupe à se mouvoir à l'intérieur du donjon, même dans l'urgence, qui est capacité qui est vachement améliorée grâce à l'avantage. Donc ça c'est fort, et c'est le voleur qui va le plus briller là-dedans, a priori. Et ensuite, votre voleur, comme pour le guerrier et comme pour toutes les autres classes, en fait, il peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Il n'est pas limité par des capacités, en dehors de trucs surnaturels qu'il voudrait essayer de faire, etc. C'est un personnage que vous pouvez incarner comme vous voulez et faire tout ce que vous voulez avec. C'est juste qu'il est avantagé dans la Thievery. Maintenant, on va regarder un peu les talents du voleur, vite fait. Donc le voleur, ce qu'il a, c'est déjà s'il fait un 2, peut avoir l'avantage à l'initiative. Donc ça veut dire que normalement dans Shadow Dark, l'initiative, comment ça fonctionne? Tout le monde fait un jet d'initiative et celui qui a fait le meilleur résultat commence et ensuite on fonctionne en tour de table. Moi j'ai abandonné ce système que je trouve pas ouf, mais c'est le système de base de Shadow Dark. Moi j'utilise un système de tirage de cartes comme dans Savage World, et donc ce que je ferais en l'occurrence pour le voleur, c'est que je tirerais 2 cartes. Et ensuite, en fait, on déroule les cartes du roi au 1, en sachant qu'il y a la priorité pique, cœur, carreau, trèfle. Et comme ça, en fait, avec cette méthode de tirage de cartes à la Savage World, dans ma manière de jouer, l'initiative change à chaque round, ce qui crée de la surprise et du chaos. Et donc le voleur, là, il pourrait tirer 2 cartes, ce qui est assez fort dans ma manière de jouer. Je pense que dans Shadow Dark, c'est un peu moins intéressant, honnêtement, avec le système d'initiative de base. En dehors du fait que, si vous fonctionnez en tour de table, un truc que vous pouvez faire, c'est mettre votre voleur à la gauche du maître du jeu. Parce que du coup, si on fonctionne en tour de table, et ben ça... Le MJ va faire jouer tous ses monstres, puis ensuite le groupe de gauche à droite va jouer. Donc vous mettez votre voleur à gauche, il a un avantage à l'initiative, donc il a plus de chances de commencer à jouer et ensuite de permettre à tout son groupe de jouer avant les monstres. Voilà, petite technique. Ensuite, un truc qui est très très fort, c'est le talent 3-5. Donc c'est le backstab qui fait que vous ajoutez un dé de dommage. Vous imaginez bien, bon, une fois de plus, comme les talents sont obtenus de manière aléatoire, vous imaginez bien qu'il peut se passer des trucs débiles. Si vous tirez souvent ce talent et que vous arrivez niveau 10, vous pourriez avoir plus 7, plus 8, peut-être, dés de dégâts sur les backstabs. En gros, ça vient s'ajouter à votre évolution naturelle du backstab. Donc ça, si vous tirez souvent ce talent, ça mène assez rapidement votre voleur vers une sorte de classe d'assassin. Concrètement, ça va faire de votre voleur quelqu'un de plus en plus fort en combat ici. Ensuite, si vous avez 6-9, votre talent, ça va être plus 2 en force, en dextérité ou en charisme. Donc un peu les 3 caractéristiques du voleur. Donc toutes les classes, elles ont un truc qui augmente leurs caractéristiques comme ça. Et comme on n'a pas de compétences, etc., particulièrement dans Shadow Dark, en fait, c'est augmenter ses caractéristiques. Honnêtement, c'est très très bien, peu importe la situation. Surtout que là où le backstab, c'est vraiment un truc de combat. Et d'ailleurs, je vais tout de suite embrayer sur le talent 10-11 qui donne plus 1 en mêlée et aux attaques à distance, donc il y a encore un talent de combat qui augmente vos chances de toucher en combat.
Ces deux talents-là, le backstab et le bonus pour toucher, c'est vraiment des trucs que de combat. Alors que l'augmentation de votre force, de votre dextérité ou de votre charisme, non seulement c'est une amélioration en combat, parce que faire monter d'un cran votre force, ça va vous permettre de mieux toucher, mais en plus, ça vous sert dans toutes les autres situations, genre enfoncer des portes, etc., etc. Et puis en plus, si vous partez à chaque fois de la fiction pour savoir la caractéristique qui va être utilisée pour une utilisation de compétences, plutôt que de partir du principe que, par exemple, la discrétion, c'est la dextérité de base, parce que c'est comme ça dans la plupart des jeux de rôle, ben, il se peut qu'il y ait des caractéristiques qui soient utilisées de plein de manières différentes. Il y avait un bon exemple dans une vidéo que j'avais vue. Par exemple, si vous faites un jet de discrétion, qu'en fait votre stratégie de discrétion c'est de rester sous l'eau en retenant votre respiration, peut-être que c'est pas un jet de dextérité que vous allez faire pour vous cacher, c'est un jet de constitution. Peut-être que si vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un de très très fort lors de, je sais pas, une épreuve de force, on peut considérer que, en fait, votre principal but c'est de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, et donc c'est un jet de déguisement, je sais pas, mais que ça va être un jet de déguisement avec la force, parce que vous devez, voilà, sur le moment, improviser, vous faire passer pour le roi Arthur et réussir à retirer l'épée de la pierre, vous voyez. Donc en fait, là où je voulais en venir, pour éviter de dérailler complètement, c'est sur le fait que peu importe votre classe, même si ça peut sembler un peu mou comme amélioration, une augmentation de caractéristiques, ben en fait c'est un des trucs les plus forts parce que c'est un des trucs les plus versatiles. Donc maintenant, quel genre de voleur vous allez pouvoir incarner en fonction justement de vos caractéristiques, puisque je le rappelle rapidement, dans Shadow Dark, a priori, vous tirez vos caractéristiques avant de choisir votre classe. Déjà, j'en profite pour dire que même si vous n'avez pas les caractéristiques a priori qui sont cool pour la classe que vous voulez jouer, on pourrait se dire de prime abord, ça peut être intéressant de jouer justement un voleur qui a peu de force et de dextérité et qui est fort dans d'autres trucs. Si par exemple vous avez que des stats intellectuels, genre charisme, intelligence, etc., vous pourriez jouer une sorte de contrebandier ou d'arnaqueur, etc., même si vous n'avez pas beaucoup de dextérité, tout ça, parce que vous allez pouvoir l'utiliser déjà pour votre déguisement, et puis parce que même si vous n'avez pas une forte dextérité ou une bonne force pour votre backstab, vous avez quand même l'avantage à toutes les compétences de voleur, ce qui, en soi, par rapport à un +1, est mieux, en fait. Là où je veux en venir, c'est que si vous avez 10 de dextérité, mais un avantage pour crocheter les portes, c'est mieux peut-être que d'avoir... Je pense que ça reste mieux, je sais plus trop mathématiquement, mais je pense que ça reste mieux que d'avoir un 12 ou un 14 de dextérité et pas d'avantage, en comparaison. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un personnage... opti entre guillemets, genre j'ai une grosse dextérité donc je vais faire un voleur pour être ultra spécialisé. Vous pourriez au contraire presque prendre une classe pour compenser certaines faiblesses caractéristiques de votre tirage de départ de personnage. Ça peut être une manière de faire. Mais sinon, en termes de voleur, qu'est-ce qu'on a? Si on a de la force, après vérification, du coup, je découpe ça en faisant la vidéo. La force, ça va être bien si vous faites un voleur corps à corps avec le backstab, puisque l'épée courte n'est pas une arme de finesse. Je rappelle que le backstab, en fait, multiplie le nombre de dés de votre arme. Donc faire un backstab avec une épée courte qui fait 1 des 6 de dégâts, c'est plus intéressant que de faire un backstab avec une dague qui fait 1 des 4 de dégâts. Vous l'aurez assez facilement compris. Donc si vous avez beaucoup de force, vous allez plutôt faire peut-être un voleur qui est à l'épée courte et qui est au corps à corps. Peut-être aussi d'ailleurs qui va avoir le club, la massue, parce que dans la fiction, ça fait beaucoup plus sens si vous essayez de neutraliser des gens de le faire avec une massue. Donc si vous êtes un peu un racketteur des rues, je ne sais quoi, peut-être que vous voulez de la force pour mettre des gros coups de massue par surprise aux gens et les assommer. Alors que si vous avez de la dextérité à l'inverse, vous allez peut-être plus jouer la distance, parce que les armes à distance utilisent la dextérité, et au corps à corps vous servir de la dague, donc faire un peu moins de dégâts au backstab à la dague, mais pouvoir vous servir de l'arbalète. L'arbalète, certainement, qu'elle va pouvoir vous permettre d'ouvrir l'affrontement, puisque l'arbalète, elle a par particularité que vous devez... elle prend 2 mains et vous devez recharger à chaque tour, donc ne pas vous déplacer si vous voulez l'utiliser. Donc peut-être vous allez démarrer le combat avec l'arbalète, ensuite prendre les dagues. Avec les dagues, déjà vous pouvez lancer les dagues, et en plus vous pouvez vous battre au corps à corps et faire vos backstabs, tout ça. Ensuite il y a plein d'autres manières de faire, comme on le disait, si vous pourriez avoir de la force, de la dextérité, de la constitution. Potentiellement, comme vous tirez aléatoirement vos caractéristiques, vous pourrez être un voleur qui est fort dans quasiment toutes les caractéristiques, qui sait. Il faut aussi voir que, un peu à la manière du guerrier, le voleur, il va pouvoir faire plein de manœuvres intéressantes. En fait, le fait de pouvoir se déguiser, d'escalader, de se cacher facilement, de désactiver les pièges, ça vous permet d'aller en avant dans le donjon. Ça va peut-être faire de vous, un peu malgré vous, peut-être parfois si vous faites prendre sur le fait, quelqu'un qui va avoir besoin de charisme. C'est pour ça que d'ailleurs que le charisme, je pense, est une des caractéristiques qui peut être montée naturellement par le voleur. Comme vous allez aller en éclaireur, le charisme, ça va peut-être vous permettre de vous en sortir une fois que vous êtes repéré, si les choses se sont mal passées. Et le fait, d'escalader, de se cacher et tout, ça va vous permettre
d'être assez mobile aussi, il faut prendre ça en compte, et de pouvoir vous servir pas mal de l'environnement, et si le MJ vous en donne des opportunités, ou vous arrivez à créer votre propre opportunité, peut-être que vous allez pouvoir vous gérer des situations de manière nouvelle, en activant un piège contre son propriétaire, en grimpant sur un mur, en faisant tomber des rochers, etc., etc. Et puis avec le déguisement, alors pareil, une fois de plus, ça va nécessiter un peu d'arbitrage, mais vous pourriez vous infiltrer dans les lignes ennemies et du coup avoir un truc, un avantage social en fait, et en dehors des donjons, parce que là je parle beaucoup de donjons, parce que je trouve que le voleur est vraiment un perso de donjon, mais en dehors des donjons, même dans un contexte urbain en fait, tout simplement, l'escalade, etc., ça va être très très fort, et le déguisement, ça va être bien pratique pour entrer dans un château, peut-être lors d'une fête mondaine, et ensuite, voilà, vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre, et discrètement vous vous retirez, vous utilisez vos capacités pour faire les poches et peut-être pour prendre les clés de quelqu'un et aller dans sa chambre. Et ensuite, vous utilisez votre crochetage pour ouvrir le coffre et récupérer la gemme maudite de Gladolfura. Voilà, il y a plein de choses à faire avec le voleur. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais bien parler d'un petit aspect qui questionne pas mal même sur le Discord de Shadow Dark, c'est celui de la discrétion. Donc la discrétion dans Shadow Dark, c'est un peu spécial parce que dans Shadow Dark, aucune race, a priori, d'ailleurs j'ai pas fait le tour des races, on le fera vite fait après, aucune ancestry, a priori, n'a la vision dans le noir. Donc c'est un des partis pris du jeu, vous devez allumer des torches pour vous déplacer dans le donjon. Et dans le donjon, la plupart des habitants sont adaptés à la vue dans le noir. Et donc on peut se demander, mais comment c'est possible, du coup, que le voleur, en fait, soit discret dans ce contexte ? Parce que si je dois me promener avec une torche, je vais forcément me faire repérer dans le donjon. Donc j'ai plusieurs solutions, approches, manières de voir le truc à vous proposer. Déjà, il faut savoir que quand on est dans le noir dans Shadow Dark, ce que ça fait, même si on est dans le noir complet, c'est pas forcément hyper réaliste. Ça va dépendre de la manière dont vous voulez le jouer. Si vous voulez vraiment jouer le noir total, on se base plus que sur le son et l'odorat, etc. Bon, si on est dans un souterrain sans lumière, c'est réaliste, normalement on ne voit rien. Et vous pouvez être un peu plus souple là-dessus, voir le truc quand même un peu plus comme un jeu. Et dans ce cas-là, je trouve que la règle de base de Shadow Dark fonctionne très bien. En fait, la règle de base de Shadow Dark, c'est que si vous êtes dans le noir et que vous n'avez pas de torche, vous êtes désavantagé sur tous vos jets. Ce qui, en soi, je trouve, reste relativement gentil, hein, parce que si on était dans le noir complet, je pense, on raterait à peu près tout ce qu'on fait. Non, là, vous êtes juste désavantagé. Et du coup, ça fait que votre voleur, en fait, il peut tout à fait éteindre sa torche et se faufiler. Puisque comme il a l'avantage en discrétion, même s'il éteint sa torche et qu'il part en mode discrétion, l'avantage et le désavantage vont se compenser. Désavantage d'être dans le noir, avantage d'être un voleur, boum. Et en fait, il va juste faire des jets de discrétion basiques. Là où tous les autres, ils vont faire des jets de discrétion, enfin, toutes leurs actions, ils vont avoir des désavantages. Lui, toutes les actions, là, de sa liste de voleurs, il va pouvoir les faire en jet normal, même dans le noir complet. Donc ça, en fait, c'est déjà très fort de base. Donc je pense que rien qu'en suivant la règle de base, en fait, le voleur a déjà un gros avantage à ce niveau-là. Maintenant, moi j'aime bien, vous pouvez voir le truc aussi comme une sorte de world building. Par exemple, moi j'ai un parti pris dans l'univers dans lequel je joue où il y a pendant une très longue période, en fait, toutes les espèces humanoïdes ont dû vivre sous terre à un moment donné de leur histoire. Et donc en fait, elles sont légèrement dark adapted. Ça veut dire qu'en fait, elles vont forcément prendre des torches par défaut. Mais quand elles sont dans le noir, elles voient un tout petit peu, c'est une sorte de forme d'évolution qui leur vient voilà, d'un long passé vécu sous terre. Et c'est comme ça que moi je justifie en fait le fait que même si vos torches s'éteignent, vous voyez très légèrement dans le noir. En tout cas, c'est une manière dont je pourrais le justifier, dans un univers où je trouve ça cool. Ça, c'était une petite aide si vous trouvez ça débile, le fait que dans le noir complet, on n'ait qu'un désavantage. Maintenant, vous pouvez aussi partir du principe que certaines créatures qui vivent dans le noir, même si de base dans le jeu on nous dit qu'elles sont dark adapted, eh ben, il y en a plusieurs catégories. Par exemple, vous pourriez dire que les kobolds, les créatures comme ça qui vivent sous terre, humanoïdes et tout, mais qui ont une sorte de forme de civilisation, elles sont adaptées au noir, mais pas au noir complet, qu'elles ont quand même une légère lumière dont elles ont besoin. Et peut-être qu'elles utilisent des sortes de pierres légèrement luminescentes qui sont si peu lumineuses que d'autres créatures qui sont pas habituées à vivre sous la surface, elles se retrouveraient désavantagées avec aussi peu de lumière, mais verraient quand même légèrement. Là où les kobolds, en fait, s'ils ont ces légères lumières, ils voient comme en plein jour, et s'ils n'ont plus du tout de lumière, ils voient comme de nuit. Vous voyez en fait, là, on parle vraiment de world building pour voir comment justifier un peu certaines mécaniques. Et puis ensuite, pour d'autres créatures, vous pourriez tout à fait avoir des créatures qui se basent juste sur d'autres sens que la vue, typiquement des rampants, des cubes gélatineux, toutes sortes de créatures un peu plus abyssales, on va dire, qui elles, voilà, juste voient dans le noir complet, ou entendent et reniflent dans le noir complet,
Et dans ce cas-là, bah, vous pourrez peut-être, si vous, ça vous importe vraiment qu'en fait les personnages ne voient rien quand il fait complètement noir, vous pourrez considérer que quand ils sont face à des créatures qui ont quand même besoin d'un tout petit peu de lumière et que n'ont pas allumé leur torche, ils sont légèrement désavantagés. Et quand ils se retrouvent par contre dans des endroits complètement dans le noir, ils ont un double désavantage ou je ne sais quoi. À vous de voir comment vous voulez arbitrer tout ça, à quel point vous voulez rendre le truc un peu horreur en fait, j'ai envie de dire aussi. Qu'on s'entende, un désavantage quand on est dans le noir, mécaniquement, c'est déjà un gros désavantage. Hein. Par contre, on pourrait se dire que ça ne représente pas de manière réaliste le véritable désavantage que représenterait le fait de se retrouver dans le noir complet, quoi. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur le noir. Est-ce que le voleur, comme il est obligé d'avoir une torche pour voir quelque chose, il va par défaut toujours se faire repérer? Non, je pense qu'il y a des solutions auxquelles vous pourrez réfléchir. Et vous n'êtes pas obligé de vous prendre trop longtemps la tête là-dessus. Il y a des gens pour qui c'est important, mais... Voilà. Donc j'avais oublié, mais on va faire vite fait le tour des races qui me semblent les plus fortes pour le voleur, des Ancestry. Donc en fait, ce qui est cool, on va aller vite, hein. Ce qui est cool, c'est que dans Shadow Dark, honnêtement, toutes les Ancestry peuvent fonctionner avec toutes les classes, si vous voulez mon avis. Le nain, il a plus de points de vie. Toutes les classes bénéficient du fait d'avoir plus de points de vie. Encore plus celles qui ont peu de points de vie, je dirais, au niveau 1. Donc un voleur nain, bah, il a plus de points de vie. Honnêtement, c'est bien pratique. Un gobelin peut pas être surpris. Je dirais que c'est peut-être un peu le moins intéressant à titre personnel, parce que si j'étais un voleur, j'essaierais d'être celui qui surprend, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ferais tout mon possible pour pas être surpris de base, je sais pas comment dire. Néanmoins, ça reste toujours intéressant parce que être surpris, c'est perdre un tour complet de jeu au début d'un combat. Bah, un elfe, bah, vous pouvez avoir +1 au jet d'attaque à distance, donc c'est intéressant. C'est pas le truc le plus folichon, mais voilà. Le Half Orc, bah c'est trop fort en fait. Le Half Orc, moi je trouve c'est vraiment très très fort. Pour le backstab, en fait, avoir +1 pour toucher et aux dégâts avec les armes de mêlée au corps à corps, bah c'est top. L'alphelin, pareil, hein, c'est toujours très très fort, puisque l'alphelin il peut devenir invisible. Alors on pourrait se dire, bon, mon voleur il a déjà des capacités pour se cacher, donc ça fait un peu doublon, mais en fait c'est pas mal parce que ça vous donne entre guillemets un joker le jour où avec votre voleur vous vous faites repérer très très loin dans les lignes ennemies par exemple, pour vous échapper. Et l'humain bah c'est toujours fort aussi, parce que vous tirez un talent additionnel, et le talent additionnel bah c'est peut-être ça qui va vous permettre d'accumuler les backstabs, ou d'accumuler les cartes d'initiative pour être sûr de toujours jouer en premier. Je dis les cartes d'initiative alors que c'est pas la règle de base de Shadow Dark, je suis désolé, déformation de manière de jouer. Mais voilà, vous pouvez... vous augmentez vous avez juste un talent en plus, quoi, donc c'est toujours fort. D'ailleurs, c'est là où potentiellement l'elfe, c'est un peu moins intéressant quand on y pense. Hein. Parce que si j'ai un talent supplémentaire avec l'humain et que je tire +1 en mêlée et en ranged attacks, c'est juste plus fort, littéralement, que le +1 de tir de l'elfe. J'y avais jamais songé à ça. Donc je pense quand même que l'elfe, grosso modo, ça reste quand même... Ah, je sais pas. Il est peut-être plus intéressant pour lancer les sorts, pour être un prêtre ou un magicien, l'elfe, quand même. Mais bon... Et allez, on va aller regarder, pour se faire plaisir, vite fait, les titres de voleurs. Les titres de voleurs, si vous êtes loyal, vous commencez en étant footpad, burglar, rook, underboss, boss. Donc plutôt le lawful, là, comme ça fait plus penser à une guilde de voleurs, hein, tout simplement. Vous commencez en étant un petit racketteur, un petit mendiant, et vous pouvez finir boss de votre guilde de voleurs. Si vous êtes chaotique, on est plutôt sur la guilde d'assassins. Pug, Cutthroat, Shadow, Assassin, Race, carrément, le spectre. Donc, guilde d'assassins, peut-être. Et notre rôle, vous êtes Robber, Outlaw, Rogue, Renegade, Bandit, Queen or King. Donc, plus une sorte de bandit, vu que notre rôle, il y a un thème un peu nature, dans Shadow Dark, ça colle bien. Et même le côté Outlaw, Renegade, moi, ça me fait penser aussi un peu à une sorte de rebelle, peut-être. Quelqu'un qui une sorte de Robin des Bois, je sais pas. Bon, de toute façon, les titres, c'est vraiment plus un truc de fluff que de crunch. Mais je trouve ça cool. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le voleur. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ensuite, les fois prochaines, on fera le prêtre et le magicien. Donc on va commencer à aller dans la magie. Ça sera peut-être un peu plus long parce qu'on va passer en revue les sorts qu'ils ont de niveau 1, juste pour commencer. Et puis par la suite, on pourra peut-être faire les autres classes, à commencer par les classes qui ont été ajoutées lors du Kickstarter, donc c'est-à-dire le Ranger et le Bard. Et peut-être ensuite aller jeter un œil du côté des classes des Cursed Zine. Mais pour les classes des Cursed Zine, je me demande si en fait je ferais pas des vidéos sur l'ensemble du Cursed Zine, en sachant que le Cursed Zine, c'est, je dis beaucoup de fois Cursed Zine. Le Cursed Zine, en fait, c'est une sorte de petit magazine, c'est un petit supplément Shadow Dark officiel pour le coup, donc créé par Kelsey Dion, l'auteur, qui ajoute des classes, etc. Mais je me demande si le contextualiser dans son entièreté, le Cursed Zine, ce serait pas plus intéressant que d'aller voir les classes et puis ensuite, enfin bref, vous voyez là où je veux en venir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire si vous trouvez ça intéressant et à jouer à Shadow Dark tout simplement, parce que honnêtement, c'est le meilleur jeu. Et en fait, moi j'ai un peu l'espoir, je vous le cache pas,
d'une certaine manière, que s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à y jouer, que ça devient un truc cool, peut-être qu'il y aura une traduction française. Et que du coup, il y aura encore plus de gens qui vont y jouer. Et que voilà, en fait, on sera des milliards à jouer à Shadow Dark. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on sera des milliards à jouer à Shadow Dark, ce sera juste une dinguerie, en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, et je vous souhaite d'excellentes parties de jeu de rôle. Bye 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 bye.